Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. La survie, parfois, vaut mieux que la vie. Et que juste vivre, pour moi, c'est encore pas suffisant. Et que l'histoire de la survie, ça me met en mouvement vers quelque chose qui peut me mettre suffisamment en inconfort pour créer quelque chose qui ne soit pas déjà vu ou déjà consommé, ou etc. Et ça me sort vraiment de mais qui tu es, Isabelle? Mais vraiment qui tu es. Et alors j'explore. Merci d'accueillir sur ce plateau pour cette nouvelle rencontre Isabelle Schmitt qui est installée sur les canapés confortablement, je l'espère. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de ce très bel ouvrage aux éditions Flammarion, Happé par la mer. C'est un roman, mais alors, je suis très content de vous avoir parce qu'on va voir évidemment votre parcours de vie, on va voir ce que vous préconisez, on va voir les questions existentielles que vous vous posez et au travers de vos ouvrages, ce que vous suscitez sur ceux et celles qui vous suivent et qui vous lisent. Mais je suis toujours... Moi, il y a un mot. Quand je vois dans les ouvrages, quand je vois ce mot, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on met tout le temps ce mot, alors qu'en fait, 80% de ce qu'il y a dans votre ouvrage est de vous, de votre histoire sans doute, et de votre parcours. C'est le mot roman. Ah oui. Pourquoi on s'obstine à écrire un truc en disant, c'est un roman, alors que c'est vous? Pour pouvoir le décaler un tout petit peu, pour pouvoir l'écrire. C'est ça? Ouais. Parce que sinon, ce serait impossible. Et de ne pas heurter peut-être... je sais pas, la famille, les gens qui vous entourent. Je suis même pas sûre, parce que je pense que je les ai heurtés même avec la distance. Ouais. mais non, juste dans un processus de mois à mois. S'il n'y a aucune distance entre moi et Gisèle, c'est impossible à écrire. Il n'y a rien qui sort. Vraiment. Ouais. Donc là, c'est vraiment de pouvoir lui donner un peu de latitude, de pouvoir lui exprimer, aussi lui faire une vie qui la fait un peu respirer, et aussi de lui faire vivre des choses que moi j'aurais aimé vivre. Ouais. Et donc il y a un peu tout ça. Mais l'essentiel, il y a énormément de moi, mais pas que dans Gisèle, et il y a dans tous les personnages. Je pense que je suis un peu partout. Et en tout cas, moi je suis fascinée par les gens qui peuvent écrire autre chose que d'eux-mêmes, enfin qui commencent à écrire sur des mondes dans la science-fiction, etc. Moi, je suis incapable. Je ne peux écrire que sur ce que j'ai vécu dans mes tripes. Bien sûr. Donc, en tout cas, c'est comme ça que l'écriture vibre pour moi. Bon. Happé par la mer, on va évidemment revenir sur cet ouvrage et puis surtout votre parcours de vie, parce que quand je vous lis et que je lis la fiche de production qui nous permet évidemment de construire cette émission, j'ai des questions qui arrivent en me disant mais quel parcours incroyable. Et vous avez cette question que je trouve étonnante et qui dit tout. Que se passe-t-il si on ose tout être, tout dire, tout écrire? Ouais. Vous vous posez cette question, vous trouvez la réponse à ces questions-là? Mais je pense qu'on contacte la plus grande lumière et le plus grand effroi quand vraiment on ose ça. Moi, j'essaye au jour le jour d'appliquer ça. Et je vois encore tous les endroits de filtre. Et je me dis, mais allez, vraiment, est-ce que tu peux oser? Donc, faire cette émission, c'était aussi ça, de me dire, et si je viens à la télé et que j'ose vraiment être 100% moi, qu'est-ce que ça va donner? Et là, je me dis, bon, ok, on va voir. On va voir. On va voir. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment une réponse. Je ne sais pas si même il y a une réponse à apporter à ça. Mais en tout cas, la question me porte chaque jour. Alors, il y a 3 questions en une, évidemment. Tout être, tout dire, tout écrire. Tout écrire, et on sait l'amour des mots, l'amour que vous avez pour les mots. Ouais. Tout dire. Tout dire, c'est un vrai challenge. Hein. Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut vraiment tout dire? Mais en fait, c'est se désengager de potentiellement ce qui est la personne qu'on a en face de soi. Et donc, de vraiment se relier très, très, très fort à moi, à ce que je ressens. Est-ce que c'est juste ce que je suis en train de dire? Est-ce que vraiment c'est complètement ce que mon âme a envie de dire à ce moment-là, où je suis déjà en train de sillonner comme ça avec l'histoire de l'autre que je pressens. Et ça, vraiment, c'est un ajustement de chaque instant. Et je pense qu'avec pouvoir tout dire, ça ne veut pas dire de pouvoir tout dire n'importe comment.
Et donc, moi, j'aime bien la délicatesse, j'aime bien l'élégance. Je suis très, très... ouais, je suis friande de ça. Et pour autant, c'est mon amour du paradoxe, c'est que là-dedans, je peux envoyer des boulets. Et justement, ça passe. Ça passe parce qu'il y a ce truc de mais je vais pas tricher avec toi. Je vais pas tricher. Et ça m'intéresse pas de tricher. Parce que on vaut mieux que ça. Toi et moi, on vaut mieux que ça. Et ça fait beaucoup de tri dans les relations. Ça amène parfois à une espèce de solitude que j'ai appris aussi à gérer avec mon métier. Et à un moment donné, c'est de se dire, OK, bon, je choisis ça. Ça peut paraître aussi un peu égocentrique. J'ai souvent été jugée comme ça. Et en fait, je me dis, mais quel prix à l'amour pour moi de ça. Et je suis prête à prendre le risque que les gens partent. Ouais. Et ça, ça, je pense que ça a été les plus grands apprentissages de ces dernières années. J'en suis sûr. De voir les gens que j'aime partir parce qu'ils ne sont pas OK avec mon rayonnement et avec ce que j'ai à dire. Et aussi, ma vérité de l'instant n'est pas forcément celle que j'aurai 2 semaines après. Est-ce qu'on peut aussi accepter ça Ce qui peut être déstabilisant pour l'autre. Ouais. Et donc, on peut aussi passer pour quelqu'un de pas fiable, de changeant, de lunatique, etc. Et dans tout ça, est-ce qu'on n'est pas juste un humain? Et moi, j'aime ramener ça. C'est pour ça que vous dites, et si on osait tout être? Ouais. Parce qu'on est tout à la fois. Ouais, je pense vraiment que dans chaque être, il y a le pire et le meilleur. Et ce que j'aime plutôt dire, c'est qu'il y a le pur amour et l'abominable. Vraiment. C'est vraiment ça. Et quand j'ai compris ça, de me dire, mais en fait, je suis capable de regarder l'abominable chez l'autre et de l'aimer quand même, et de voir que les deux coexistent au même instant, il y a un endroit à l'intérieur qui peut un peu bugger, et en même temps, c'est à ce moment-là où je me sens en paix. C'est là où vous me perdez. C'est-à-dire ? Quand vous dites, je peux regarder l'abominable chez l'autre, et en même temps me sentir attiré par l'autre. Ouais. Alors, tout dépend où est le curseur de l'abominable. Ouais, mais de regarder l'abominable chez l'autre me permet de regarder chez moi ce qu'il y a d'abominable aussi et de lui donner une raison d'être. Ce qui fait que ça ramène de l'amour pour moi et pour cette partie de moi que je ne supporte pas. Donc j'aime, et ça me fait... Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand l'autre se montre dans quelque chose de « Ah, mais c'est moche ça !» Et donc je ris, je fais « Mais c'est moche ce que tu es en train de faire là !» Et ça amène un peu d'humour, de dire « Ouais, un peu. » Et ça désamorce la bombe. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Quelle est la part de vous que vous n'aimez pas? La part de moi que j'aime pas. Alors, du coup, je suis en train de me dire, OK, qu'est-ce que tu as vraiment envie de dire et pas la réponse qu'on attend. Attention, peut-on oser tout être, tout dire, tout écrire? Là, on n'écrit pas, on se dit. Donc, on se dit tout, on se dit pas tout. Ouais, on va tous dire. Bon, on se dit tout alors. Quelle est la part de vous que vous n'aimez pas? J'aime pas mon côté qui peut être trop poli, tout en revendiquant que en fait je suis quelqu'un, une espèce de guerrière, de je sais pas quoi. En fait, c'est pas vrai. En fait, je suis quelqu'un qui crève d'envie d'être aimé et qui est capable de beaucoup de sacrifices pour avoir la possibilité d'être aimé. Et je me manque à moi-même beaucoup. Parce que vous en avez manqué? D'amour? Parce que dire je crève d'envie d'être aimé sous-entend que vous ne l'avez pas été. Ou que vous ne l'êtes pas encore aujourd'hui. Dans l'histoire que je me raconte. Ou que vous ne l'êtes pas encore aujourd'hui. Oui, ou pas comme j'aimerais. Oui, ou pas comme vous aimeriez. Oui, c'est ça. C'est l'histoire des attentes. On aimerait être aimé de la même manière qu'on aime. Et je rencontre que des gens qui m'aiment d'une autre façon. Donc on fait comment? Donc ça coince. Ça coince. Et ça me ramène justement à l'idée de cet amour que tu veux donner, donne-le toi. Et il y a un deuil. Sans rien attendre en retour. Ouais, alors ça, j'ai lâché l'idée de ne pas avoir d'attente, moi. Et en fait, je crois que c'est tout ce discours autour de la spiritualité qui peut me fatiguer parfois. D'être
dans la bienveillance, ce mot, il commence à vraiment me sortir par... Le lâcher prise. Oui, ce fameux lâcher prise. Alors moi, voilà, j'ai pas la prétention d'être Bouddha, et je peux tendre vers, je peux observer des comportements que j'ai, mais j'observe que je suis en attente d'eux et j'en fais rien. Ça c'est le maximum que je puisse faire aujourd'hui. Mais me dire, non, mais je suis pas en attente, je vais à un rencard et je me dis, non, mais je suis pas en attente que ça se finisse par le baiser de cinéma. Arrête, Isabelle, c'est pas vrai, tu attends ça, évidemment. Donc, et en fait, c'est cette honnêteté-là que j'aime chez les gens. De dire, non, mais arrête ton char, c'est pas vrai. Et tu as la théorie de la spiritualité qu'on entend depuis 15 ans, enfin que j'entends moi depuis 15 ans, et puis il y a la pratique, il y a la vie en fait. Et dans la vie, ça se joue pas comme ça. Waouh, partage, convivialité et échange avec tout le monde, vraiment. C'était collectif, tout le monde était là, tout le monde... un rayon de soleil, vraiment. Regarde la difficulté que j'ai de lever ma pote. Alors, un magnifique week-end auquel je ne m'attendais absolument pas. Il y a eu des moments de communion, de partage. C'était exceptionnel, beaucoup d'énergie. On a vécu des moments incroyables et vraiment, du fond du cœur, ça m'a ouvert le cœur et c'était... J'ai pas les mots tellement c'était très puissant. Donc la structure de chemin de vie, quand vous allez avoir fini votre petit calcul, vous allez connaître l'identité de votre premier allié, de votre premier ami. Tenue de groupe, c'était juste magnifique et les intervenants, franchement, rien à dire. Il faut le vivre pour savoir ce qui s'est passé vraiment. Abissime. Alors ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à expérimenter ce week-end ABC Talk. J'en ressors. Wouhou! Alors, on va découvrir le personnage que vous êtes. Ouais. Et on va évidemment regarder derrière les masques, parce que ça, c'est toujours intéressant. Et les discussions qu'on a ici, en tout cas sur ces canapés et dans ce studio, on essaie d'instaurer quelque chose. Et ça passe au travers du cadre qu'on a mis en place avec les canapés et autres, d'instaurer quelque chose, une vraie complicité pour qu'on en sache évidemment plus sur vous. Je ne sais pas du tout comment vous présenter. Ah oui. Je ne sais pas du tout comment vous présenter. Vous êtes à la fois... Mais je pense que... Peut-être que je me trompe, mais je me lance. Vous êtes une artiste, point. Ouais. L'artistique passe par l'écriture, passe par votre art, autre dont on va parler évidemment, le chant, par cette dualité qu'il y a entre être une Maria Callas ou une Lara Fabian. Et donc, il y a ça, mais vous êtes une artiste, point barre. Ouais, je crée. Et on se demande, on se dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici, en fait? Oui. On est d'accord ou pas? On est d'accord. J'ai bien compris que je calais pas dans la case. Si. Et je veux dire pourquoi. Parce que je pense qu'au travers de votre art, vous avez une vraie, belle et grande spiritualité. Et cette spiritualité-là, justement, et au travers de l'influence que vous pouvez avoir dans vos livres best-sellers, c'est que vous pouvez vous apporter une vraie valeur ajoutée aux gens qui vous lisent. Et donc apporter au travers des mots et de vos récits, de vos romans en l'occurrence, apporter quelque chose de concret, c'est apporter une dimension spirituelle dans la vie de quelqu'un. Ouais. Donc vous avez évidemment toute votre place ici. Mais vous n'êtes pas thérapeute, vous n'êtes pas accompagnante de vie, vous n'êtes pas coach, vous n'êtes rien de tout ça, mais vous accompagnez au travers de votre art. Ouais. Et je me suis dit, mais Isabelle, c'est un ovni en fait. dans les programmes qu'on propose, quoi. Ouais, et ça m'a fait sourire quand on m'a dit ça lors du premier entretien. On dit, ah, mais il n'y a pas de cas vraiment qui correspond. Je dis, bah, tiens, c'est l'histoire de ma vie, ça. Il fallait... Donc, ouais, et je crois que ça me plaît. Ouais. Je crois que ça me plaît. Alors, donc, je disais, vous êtes artiste, ça va. Alors, on a mis artiste, auteur, on a mis autrice. Ça fait partie, ouais. Ouais, ça fait. Ouais, et en plus, là, j'ai exploré le chant, j'ai exploré l'écriture. Ouais. Je suis pas sûre, si vous me revoyez dans 2 ans, si attends, je suis sculptrice c'est ça. Et passionnée de céramique. J'en sais rien et je ne ferme rien. Ouais. Par contre, j'ai besoin, quotidiennement, de créer. J'ai besoin de créer du neuf, j'ai besoin de créer des idées, j'ai besoin de parler à des gens. J'ai souvent
eu cette étiquette comme ça, que je me suis auto-collée de « je suis un ours, j'aime bien ma tanière, foutez-moi la paix, de toute façon on ne me comprend pas, oh pauvre de moi ». Pareil, en fait, je me dis « mais non, j'ai besoin des gens, j'adore leur parler, j'adore parler ». Je me dis « mais je ne suis pas une bavarde, je sais pas ». Longtemps j'ai dit ça, mais je ne sais pas parler aux gens. Et non, c'est parce que ce que j'avais à dire, je n'osais pas le dire. Donc forcément, ça fait quelqu'un de mutique qui, en société, commence à se dire « mais qu'est-ce que je fous là ? Mais qu'est-ce que je fous là ?» Donc je ne sais pas parler du superficiel, ça m'ennuie et je ne comprends pas le principe. Et j'ai envié, j'ai un ami comme ça qui peut parler de la pluie et du beau temps pendant une demi-heure à une vieille dame au supermarché. Je le regarde avec admiration. Mais une demi-heure ? T'as tenu une demi-heure sur un truc qui n'a aucun... Il me dit, mais ça, c'est du lien, Isabelle. Eh ben, je suis complètement d'accord avec vous. Et là, j'ai fait... Je partage votre sentiment. Ouais. Ça n'a pas d'intérêt pour vous. Non, absolument. Parce qu'on ne parle pas d'intime. Exactement. Ce qui m'intéresse, c'est l'intime. Et qu'est-ce que ça peut m'apporter ? Ouais, exactement. Et il y a un côté opportuniste à ça. Ah, mais on est d'accord. On est complètement d'accord. Moi, je veux me sentir élevée. Quand je me couche le soir, je me dis, mais je veux que cette journée ait servi à quelque chose et que je me sente... Ah ok, je me sens plus élevée que la veille. Alors effectivement, ça fait ours dans sa tanière. Ouais. Et la plupart du temps, vous avez des gens dans nos entourages, et visiblement on se rejoint là-dessus, c'est que dans nos entourages respectifs, moi on me dit souvent, tiens, on est invité à dîner ou à prendre... Ok, quel est l'intérêt ? Non mais l'intérêt c'est de passer un bon moment et d'être avec des gens. Non mais est-ce que ces gens vont m'apporter quelque chose ? Non, ah ben, je préfère rester à la maison. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Et lire mon bouquin et travailler. Exactement, exactement. Et créer, recevoir des gens, et lire des fiches de prod, et quel est son parcours de vie, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui, non, mais je ne supporte pas le... Vous me déculpabilisez. Il y a un truc chez moi de ne pas supporter l'ennui et la médiocrité. Oui. Et quand je dis ça, je ne suis pas du tout en train de dire que là où les gens s'amusent à discuter de tout de rien, c'est médiocre. Je ne le vois pas comme ça. C'est que pour moi, dans ma vie, dans mon chemin de vie et dans ce pourquoi je me suis incarnée, ça ne résonne pas et je n'y vois pas d'intérêt. Mais par contre, je comprends absolument, et parfois je les regarde vraiment avec envie, ils ont l'air de s'amuser. Absolument. Et souvent on me dit, mais tu dois te faire chier. Non, je me fais pas chier. mais par contre, c'est vrai que j'ai redécouvert la joie et le plaisir de s'amuser tard. Ouais. Tard. Ouais. Et d'être effectivement dans s'autoriser à. Ouais. Est-ce que ça peut être léger, Isabelle ? Oui. Est-ce que la légèreté, c'est suffisant ? Alors, j'ai vu... Attendez, parce que j'avais vu votre... Oui, vous êtes de cette année-là, mais j'ai pas le... Vous êtes quel signe ? Je suis Balance, ascendant Scorpion. Ascendant Scorpion. Ouais. Bon, voilà. Tout est dit. Bon. Alors, évidemment, vous écrivez, autrice, on l'a dit, et le chant. Alors, le chant, c'est aussi quelque chose... Le chant lyrique, en l'occurrence. Mais là, quand on échange comme ça, vous avez ce timbre de voix. De chanteuse lyrique ? Oui, absolument. Ouais. Vous avez ce timbre de voix et parce que vous avez aussi cette diction. Et vous avez une belle diction. D'accord, merci. Non, mais c'est vrai, sincèrement, c'est pas de la flagornerie. Mais franchement, c'est... Et pourquoi le chant entre dans votre vie et comment ? Ah, le chant, je suis née avec. Ça, par contre, je pense que vraiment, c'est plus l'écriture qui a été... un truc qui m'est arrivé, ah bon, d'accord, bon, moi je prends. Mais le chant, par contre, oui, je chantais avant de parler. Donc ça aussi, je suis en train de me dire, mais tout le monde dit ça, tous les chanteurs disent qu'ils chantaient avant de parler. Mais c'est pas grave, c'est mon côté de vouloir être unique qui a envie de s'exprimer là. Mais, et en même temps, c'est vraiment ça. Je pense que j'ai toujours voulu chanter. Et après, avec un papa qui est médecin, avec des sœurs qui ont fait des grandes études, etc., j'ai commencé médecine 1 an. Et puis, à un moment donné, c'était non, mais je veux chanter. Mais pour faire plaisir quand même à la famille et de rentrer quand même dans le moule et de ne pas me sentir complètement ovni dès le départ. À 18 ans, c'est trop tôt pour assumer ça. Je fais bon, je goupille et je vais au conservatoire. Et là, c'est l'hécatombe, hein. C'est vraiment l'hécatombe. Moi, quand je dis que je voulais être Lara Fabian, si tu nous regardes, je voulais vraiment être Lara Fabian. Ouais. Je voulais être une grande chanteuse à voix, me prendre des spots en pleine figure. Je voulais être sur scène, sur ces scènes-là. Alors attention, il y a 2 aspects à ça. Soit vous aimez effectivement le fait d'être face à un public, de se montrer, voilà. Soit c'est la nature même du chant qui vous transporte. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais.
soit c'est la pratique de l'exercice du chant qui vous permet justement... Qui physiquement pourrait me provoquer des choses. Ouais, exactement. Okay. Et puis, il y a le côté, évidemment, de la notoriété, de l'emballement, du côté people, de l'artiste plus, etc. C'est un tout ou il y a une part ou l'autre qui est prédominante? J'ai toujours été fascinée par la notoriété. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il y a une partie de moi qui crie à vouloir être vue. Mais c'est pas sans fondement. C'est parce que je dis, mais j'ai besoin de dire des choses. J'ai vraiment besoin de dire... Et c'est pour ça que je voulais être Lara Fabian, parce que je voulais écrire mes textes, en fait. Je voulais chanter ce que j'avais à dire. Donc oui, et le parcours a été parfait. C'est qu'on m'a appris la technique lyrique pour pouvoir être complètement libre avec ma voix, pour qu'aujourd'hui, je me retrouve... dernièrement, j'ai fait un stage de composition de chansons, et je me dis, ah, ça y est, on est au bon endroit. Je fais le pont entre l'écriture et le chant, et je suis en train d'écrire, et je n'utilise pas le quart du tiers de ma voix dans les compositions que je fais. Mais je m'en fous, parce que si je veux, je sais que je peux. Mais c'est de dire ce que mon cœur, ce que mon âme a envie d'écrire, et de dire et de chanter. Et par le chant, ça a quelque chose de plus direct dans le cœur à cœur que d'écrire ou de parler. Revenons sur cette définition ce besoin d'être vu. Pourquoi? Pourquoi? Je suis pas sûre de... Je suis la quatrième d'une fratrie de 4 sœurs. Du coup, je sais pas s'il y a un mot approprié pour dire ça, mais voilà. Je sais pas si c'est un... Vous êtes la petite dernière? Je suis la petite dernière. Ok. Et là, mon père va m'en vouloir, mais j'ai pas été vraiment désirée par mon papa. Donc c'est très clair, hein, ça a été nommé. Et pour autant, j'ai été chérie par lui, mais plus que de raison. Donc j'ai vraiment pas manqué d'amour, mais vraiment pas. Et pour autant, dans les cellules, il s'est inscrit quelque chose. Peut-être étouffé un peu par les sœurs, et le fait d'être la petite dernière. Mais pourtant, c'est un des meilleurs rôles, dit-on. Moi, je l'ai pas vécu comme ça. C'est vrai? Non, je l'ai pas vécu comme ça. J'ai vécu avec 3 exemples magnifiques juste devant moi. De réussite? De réussite. Ouais, toutes les 3 ont des carrières magnifiques. Mais vous ne parlez pas du côté social? C'est-à-dire? Familial? De vos sœurs? Ce sont des exemples aussi, vos sœurs, en termes sur le plan familial, privé? Ouais, elles font ce que je ne fais pas, ce que je n'arrive pas à faire. Ok. Et elles ont construit? Ouais, elles ont construit, elles se sont mariées, elles ont eu des enfants, elles ont construit des carrières, elles ont réussi dans ce qu'on peut appeler la réussite, en tout cas ce que la société veut bien nommer comme ça. Et moi, j'ai toujours eu une honte par rapport à ça. De ne pas réussir à me poser, de ne pas réussir à garder un homme, si je dois être vraiment honnête, voilà. D'être terrorisée à l'idée d'avoir des enfants. Et d'être juste là, avec mon nombril, mais moi je veux juste chanter, créer, écrire, et juste être avec ça, être avec ce qui m'habite. Mais est-ce que c'est pas une manière de vous réfugier dans quelque chose pour ne pas justement aller affronter le réel de l'autre facette là, de l'autre version de l'autre version. Parce que là, à un moment donné, tous ces pas problèmes, parce que j'aime pas le mot, mais tous ces obstacles de la vie, cette adversité que la vie ou que vous imposez directement, il y a bien une raison. Ouais. Il faudrait chercher. Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller chercher? On a l'impression que de temps en temps, vous encore une fois, c'est de la psychologie de bas étage, hein, ce que je fais, mais c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens à l'instant où je le dis. C'est que on a l'impression que vous vous noyez dans cette créativité artistique pour ne pas avoir affronté le réel de ce qui vous heurte, quoi, dans la vie. Oui, je crois que ce qui nous fait le plus peur, c'est ce qui nous fait le plus envie. Et cette stabilité, moi, j'en rêve. Et je crois que je suis la meilleure saboteuse de ce qui pourrait m'attirer. Donc la question, c'est pourquoi? Là, ça bug chez moi. Parce que j'ai besoin d'intensité. Et parce que je crois que... en tout cas, j'ai engrammé ça, que la survie, parfois, vaut mieux que la vie. Et que juste vivre, pour moi, c'est encore pas suffisant. Et que l'histoire de la survie, ça me met en mouvement
vers quelque chose qui peut me mettre suffisamment en inconfort pour créer quelque chose qui n'est pas, qui ne soit pas déjà vu ou déjà consommé, ou etc. Et ça me sort vraiment de mais qui tu es, Isabelle? Mais vraiment qui tu es? Et alors j'explore. Vous explorez et en même temps, ça vous enferme dans quelque chose qui vous évite d'aller dans l'autre. Oui, et après, je me dis, bon, bah, ouais, ce sont que des choix. Donc, j'ai fait ce choix-là, et peut-être on se retrouve dans 10 ans, je serai mariée avec 4 gamins. Vous dites en tout cas, vous dites, ce n'est pas, je ne veux pas incarner le aller mieux, mais vivre. Ouais. J'en ai marre, en fait, de la guérison. Vraiment, là, il y a eu un grand ras-le-bol. Souvent, je dis ça. Je ne suis pas un être malade par essence. Je ne suis pas malade par essence. Je n'ai pas à entreprendre un chemin de guérison. J'ai juste... La vie, c'est gratuit. J'ai juste à vivre. Donc, et je me le répète tous les jours, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui me porte, parce que je ne l'incarne pas à 100% tout le temps. Et évidemment que je suis la première à aller voir, à aller creuser. Je suis Scorpion, vous l'avez remarqué, enfin, vous l'avez dit. Donc, j'aime beaucoup les ombres, j'aime beaucoup les marécages. Dès qu'il y a un truc qui pue un peu, je suis là, ah vas-y, on va regarder un peu ce qu'il y a derrière. Ouais, je vois bien ça. J'adore ça, et vraiment ça me nourrit, et je pense que ça nourrit tous mes arts. Et puis quand je sors de là, je suis là, en fait, ça a servi à quoi? À la conscience? Ok, la conscience, bon. Donc je suis super consciente, super. Est-ce que je suis plus heureuse? Non, c'est pas vrai. Et le bonheur, il est à venir avec Amandine, celle qui m'accompagne à Paris, de dormir chez elle, de passer une soirée au resto. Là, je suis heureuse, ouais. Pas quand je suis là en train de transformer des choses pour aller mieux. Aller mieux de quoi? Aller mieux de quoi? Mais la question qu'on peut se poser aussi quand on vous écoute, c'est de se demander si vous êtes heureuse. Non, pas tout le temps, non. Pas tout le temps, c'est des moments fugaces comme ça. Et là aussi, je crois que j'ai fait la paix avec cette part de moi qui aime cet état un peu mélancolique. Je l'aime bien. En fait, je l'aime assez bien. Il y a beaucoup de thérapeutes qui disent que l'art de la victimisation est beaucoup plus confortable que la recherche du bonheur. Et donc, le fait d'être dans cette espèce de mal-être qu'on s'inflige, c'est plus confortable. Ouais. Après, je ne sais pas si je me sens malheureuse. Hein. Je me sens dans une quête ou une exploration constante, comme ça, à l'écoute très forte de ce que je peux sentir dans mon corps, ce que je peux entendre, ce que je peux voir. Et mes émotions sont très vives et je les habite pleinement. Et voilà, mon côté malheureux passe aussi vite que mon côté heureux. Ça va très très vite. Je m'y attache pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et vous voyez, ça, c'est moi. Et j'aime assumer ça. Je suis en train de dire un truc, c'est pas vrai ce que je raconte. Ben, bien sûr que non. Bien sûr que je m'y attache à mes émotions. Bien sûr que quand je suis heureuse, je suis là en train de dire pourvu que ça dure. Mais évidemment. Mais par contre, je suis très clairement consciente que si je suis en haut, il y a le bas qui m'attend. Et Vous êtes obligé de penser à ça, systématiquement. C'est-à-dire quand vous vivez dans un état d'euphorie... J'y pense pas. Ah. Non, j'y pense pas. Je suis consciente que ça va arriver. Donc, quand ça arrive, je suis pas étonnée. Et donc, de ces vagues qu'ont les personnes comme ça qui sont dans l'émotionnel pur, je les prends avec moins de sérieux. En fait, j'aime bien aussi le pas de côté et la dérision. J'aime bien me moquer de moi. Disant, non mais sérieux, tu nous refais ton truc de victime là? Non mais sérieusement? Allez, s'il te plaît, quoi. Mais je peux comprendre que ce soit déstabilisant pour un homme. Ouais. Que vous soyez déstabilisante pour un homme. Vous pouvez développer? Je vais en apprendre. non, mais parce qu'en fait, on se connaît pas, mais quand ça fait une demi-heure qu'on discute et je me dis, en fait, vous êtes ni plus ni moins qu'un électron libre. Ouais. Oui, j'ai
Et à chaque fois qu'on essaye de m'attacher quelque part, c'est insupportable. Ouais, exactement. On doit avoir beaucoup de mal à vous mettre dans une... Pas dans une case, mais en tout cas, voilà, vous faire rentrer dans les codes. Et pourtant, c'est ces codes que vous recherchez. Parce que vous dites la stabilité, la famille, les enfants, vivre dans un cadre, voilà, la petite maison, le chien, on part en week-end. Enfin, vous voyez le petit délire. Bon. Ouais. Et comment, en fait, dans l'engagement le plus complet d'absolument qui je suis, comment je rêve de pouvoir me donner complètement à un homme et de vraiment d'être complètement engagée et de me rendre compte que c'est ça, peut-être, la liberté. Et là, il y a un truc où je sens que je le dis et que j'ai pas encore tout capté de ce que j'ai dit. Parce que je sens vraiment qu'il y a quelque chose de juste là-dedans, mais que je l'ai pas encore tout à fait incarné, parce que chaque fois que je reste trop longtemps ou qu'il y a trop de projets, je sens vraiment physiquement un élastique dans le dos. Et je me dis, non mais par contre, toi mon coco, tu vas bien rester... mais parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que je pense que vous avez dû avoir peut-être des codes dans votre éducation et au travers justement de ce que vous voyez avec vos sœurs. Des codes bien ficelés, bien montés, bien instruits, bien engrammés. Et vous vous dites, mon Dieu, mais moi, je ne suis pas du tout dans ce délire. Donc, et ça doit considérablement vous déstabiliser. Mais en fin de compte, c'est que vous n'avez pas besoin de ces codes-là, si ça se trouve. Et je crois que mon insécurité que je suis en train de créer devient ma sécurité. Et de regarder ça, du coup, je peux un peu en rire aussi. Parce que je suis en train de créer une vie suffisamment palpitante, avec suffisamment de rebondissements, que pour avoir de la matière à écrire. Et si j'assume ça pleinement, je peux me dire, ok, si c'est cette vie-là que tu veux, tu l'as choisie. Et quand j'arrêterai... en fait, je crois que c'est ma peur la plus grande, c'est de ne plus avoir... d'être tellement heureuse que de ne plus savoir quoi écrire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, ce serait terrible. Parce que c'est vrai que les plus belles créations sont souvent puisées des bas-fonds. Hein. Ouais. Et de leur transformation. Parce que je peux écrire d'une situation que quand j'en suis pleinement sortie, dedans, il y a que... Vous savez, il y a que de la verve qui coule, il y a trop de pathos. Enfin, c'est vraiment chiant à lire et à écrire, d'ailleurs. Quand on est 3 ans après, il y a quelque chose qui, avec le recul, peut-être une forme de sagesse sur l'histoire, et qui permet vraiment... J'aime beaucoup la subtilité dans ce qui peut se passer dans l'horreur et dans le pur amour, de se rendre compte à quel point les deux dansent tout le temps ensemble, et que c'est ça qui crée l'écume de ce qui reste. Et ça me fascine. Je comprends que ça puisse être flippant pour un homme, quand même. Ça y est, je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça. Mais on se dit, on pourrait se dire ça, hein, en se disant, oui, parce que vous avez un côté, je vais aller loin, vous avez un côté castratrice. D'accord. On vous l'a déjà dit ou pas? C'est arrivé, mais... Voilà. Vous avez un côté castratrice parce que je pense que vous n'êtes pas quelqu'un de docile. Il ne faut juste pas chercher à ce que je le sois. Et tout se passe bien. Ouais. En fait, je pense vraiment que je suis en train de chercher quelque chose qui, à mon avis, par essence c'est qu'on m'accepte exactement comme je suis. Oui, c'est ça, ouais. Mais il ne va pas falloir vous formater, hein, même pas en rêve. Hein. Non. Non, ça va pas être possible. Non, mais par contre, je fais le même effort avec l'autre. Vraiment. Ça, vraiment. Ça, je pense que je suis vraiment honnête là-dessus. Avec tout ce que je peux voir, et je pointe même avec plaisir les ombres de l'autre, en lui disant, tu vois, même ça, je t'aime, avec ça. Et je pense que c'est exactement ça que je veux entendre. Et je pense que vous devez aussi aimer un petit côté, chez l'autre, sans doute, un petit côté autodestructeur. Ça, j'en suis revenue. Hein. Non, enfin, ça a été le petit syndrome du sauveur, là, de la sauveuse, là. Ah non. Non, c'est pas votre... Non. Vous n'êtes pas là-dedans. Non, là, ça me fatigue. Non, ça y est. Ah oui, ça me fatigue. J'ai donné. Ah oui. Et vraiment, en plus, les victimes sur victimes, j'ai une patience, mais très limitée. En fait, je suis pas une bonne oreille. Ouais. Je suis pas une amie qui a une très bonne oreille, par exemple. La copine qui va me rabâcher pendant 1 an la même histoire avec son mec, au bout d'un moment, je vais lui dire, encore avec l'idée de tout pouvoir lui dire, tu nous saoules, hein. Ouais. C'est bon, stop, arrête avec ça. Va te confier avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et je sens que tu as besoin d'en parler, ok, mais pas avec moi, tu sais qu'avec moi, non. Et donc, du coup, le côté castrateur,
il pourrait être dirigé que vers l'homme, mais non, je peux l'avoir avec tout le monde. C'est vrai. Donc c'est pas quelque chose de castrateur, c'est que je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. Donc je reste libre. Si ce que je te renvoie te dérange, je suis même pas désolée. Ouais, mais vous avez un petit côté, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est ce que vous renvoyez là à l'instant de l'échange. Hein, encore une fois, je vous connais pas, donc mais là je parle vraiment. Je pense que c'est la première émission que je fais aussi déstructurée que j'aime. Hein, ouais. Okay. Où mes notes ne me servent à rien. Je vois ça. Strictement rien. Et pourtant, je vous assure, elles sont là. Hein, et il y a du stabilo partout, il y a tout ce qu'il faut. Mais le petit côté déclencheur, je suis allé au Canada, c'était pas bien, je reviens, tout ça, machin. En fait, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est votre âme, véritablement. Et l'échange qu'on peut avoir sur votre profondeur. Et merci pour ça. Et voilà. Et du coup, il n'y a pas de structure. Il y a juste un échange de quelqu'un qui veut connaître l'autre. Et qui se dit, ok, qu'est-ce que vous avez à me dire en fait. Mais c'est pour ça que je me sens vivante. Hein. C'est exactement pour ce genre de moment que je veux être en vie. Et c'est parce que là, on parle vrai. Là, vous êtes en train de me chambrer sur un truc en me disant que je suis castratrice. Il y a une part de moi qui me dit, eh ben super l'interview. Je repars en disant, ah non, mais c'est sûr que si vous... Et après, je me dis, mais en fait, en fait, peut-être. Non, mais... Et si je fais la paix avec ça, bah oui, bah peut-être, Ouais. Non, mais parce que vous dites, je vois, hein, être pleinement soi, oser être, c'est pas une quête, c'est une identité à atteindre, transmettre une autorisation totale d'être. Alors si c'est ça, soyons. Ouais. Ah bah carrément, alors on y est. Voilà, on y est. Et on est dans cet échange. Et vraiment là, j'ai le sentiment, quand on échange comme ça, qu'on parle vraiment, il n'y a pas de filtre, quoi. Ouais, non. On dit. Et ça fait pas du bien? Mais oui, bien sûr. Ah, mais on est d'accord. Bien sûr, il n'y a pas de posture. Non, c'est ça. Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de posture, il n'y a plus de je dois être stressée parce que il n'y a plus de pression. D'un seul coup, je me dis, quel stress il peut y avoir? De toute façon, ce qui sort, c'est ce qui sort. Sauf que vous vous êtes dit il y a encore 10 minutes, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Par après. Là, je vais me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après, je vais regarder avec beaucoup d'amour. Mais c'est exactement toi. Oui, c'est ça. Donc, aucun regret. Aucun regret. Et vraiment, j'ai envie de faire aussi confiance à l'autre et à tous ceux qui regardent, de se dire, si je peux transmettre un message, c'est cette autorisation-là. Incroyable. J'attendais la fin de votre petit liaïus là, pour dire quel est le message. C'est celui-là. Quel est le message que vous avez envie de faire passer à ceux qui regardent là? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut se dégager de tous les enjeux pour oser faire ce qu'on est en train de faire là? Et pour moi, c'est la définition même du courage. Parce qu'il faut être hyper courageux pour oser ça. Et il y a une autre forme du courage qu'on m'a inculquée, celle d'aller bosser, faire ses 45 heures, etc., à laquelle j'ai jamais souscrit. Bon, ben voilà. Ce courage-là, je l'ai pas. Mais par contre, d'être tout le temps dans mon cœur et d'oser, celui-là, mais parce que ça me nourrit, en fait. Ça m'amuse, ça m'éclate. Enfin, être provocatrice, j'aime bien. Aller piquer un petit peu, j'aime bien aussi. C'est des sujets que j'aborde dans mes romans. J'aborde toujours le contre-pied. Il y a quelqu'un qui va arriver avec une posture de victime. Je vais faire, attends, regarde de l'autre côté. En fait, pas du tout. Donc, arrête. Si t'es victime à un endroit, t'es bourreau à un autre. Va regarder l'endroit où t'es bourreau, parce que ça suffit, quoi. C'est bon. Et donc, vous avez besoin des deux? J'ai besoin des deux. Et j'ai besoin aussi que tout le monde prenne sa responsabilité d'être qui il est. Vraiment, ça me fait du bien. J'ai pas envie de porter quoi que ce soit pour qui que ce soit. Alors, c'est étonnant parce que cette discussion qu'on a là, c'est une discussion que j'ai le sentiment, encore une fois, que vous auriez pu ou que vous aimeriez avoir avec l'ensemble de votre famille. Ouais, peut-être. Peut-être. Ouais. Oui, parce que c'est pas rare que je me sente complètement à l'écart dans cette famille, et en même temps... Vous en souffrez? Est-ce que j'en souffre? Une part de moi, ouais, bien sûr. La part de moi qui aimerait... je suis très attachée à ça, à faire partie d'eux. Je me suis créée toute une famille d'amis autour de moi où vraiment je sens la solidité du lien. J'ai choisi vraiment des liens chers parce que je l'ai pas dans ma famille.
Et en fait, je me dis, mais est-ce que c'est possible, en fait, de faire partie vraiment de cette famille, de me sentir vraiment dans cette famille. Et mais qu'est-ce que vous attendez d'eux? Ils doivent être fiers de vous. Ah, ils sont fiers de moi. C'est sûr. Ils sont hyper fiers de moi. Quand on a une artiste dans la famille, on est fier, c'est obligé. Ouais, complètement. Ouais. Et je pense vraiment même que mes sœurs me disent, ah waouh, la liberté que tu t'offres. Bien sûr. Nous, justement, avec les gamins, la maison, tout ça, on peut pas. Donc évidemment. Donc moi, ce que j'envie chez elles, elles envient vraiment ma vie. Et le fait vous avez sans doute le plus grand luxe dans la vie, c'est de vivre de votre art. Ouais. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Ouais. Ça, c'est un privilège. C'est un luxe et c'est un choix. C'est un gros luxe. Ouais. Mais vous vous êtes construite pour ça. Ouais, c'est ça. Et c'est des choix au quotidien de ça. De Alors, jamais négocier avec ça. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'eux, alors, si vous savez qu'ils ont cette admiration-là? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Et cet amour-là, puisque l'admiration, c'est de l'amour. Ouais, je crois que ce que j'attends, c'est une illusion. C'est qu'ils puissent comprendre dans leur chair ce que moi, je vis. Mais ils ne sont pas comme moi. Et ils ne comprendront jamais. Quand je dis dans leur chair, c'est qu'on peut comprendre... vous avez compris. Oui, ils me disent, non, mais on voit bien à peu près ta vie. Oui, tu vois, mais tu ne comprends pas, en fait. Parce que vraiment, tu ne ressens pas ce qui se passe dans mon corps, dans mes tripes, ce qui se passe là. Et que je ne peux pas faire autrement. Quand vous dites ça, on sent qu'il y a de la souffrance. Oui, et il y a de la souffrance. C'est trop grand comme mot, je crois. Il y a du deuil. Ouais, il y a du deuil. Dans mes croyances, d'avoir choisi exactement la famille qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que si le fait d'avoir été élevée de cette façon-là, d'avoir une structure et une base de sécurité tellement grande que ça m'a permis de pouvoir dire « Et vous savez quoi, je me barre et je fais bien ce que je veux. » Et en même temps, en sortant de cette famille, de m'isoler. Et ce truc-là, ce paradoxe-là, le paradoxe qui toujours me fascine, c'est une danse tous les jours. C'est que des fois, je vais être très heureuse d'aller les rencontrer, et il y a des fois où je vais arriver où je vais annuler une réunion familiale parce que c'est pas possible. J'arriverai pas. C'est ces montagnes russes là, émotionnelles. Hein. Ouais. Et c'est dur pour eux. Qui sont parfois difficiles. Oui, je peux comprendre ça. Et en même temps, si vous ne les aviez pas, vous ne seriez pas l'artiste que vous êtes. Non. Ah, mais vraiment. Et c'est pour ça que dans les dédicaces, dans les remerciements à la fin de ce bouquin, c'est mon père, ma mère, mes sœurs en premier, avec chacun un mot pour eux mais sans vous, je ne suis pas ce que je suis. Hein. Et oui, parce que de ces failles ou de ces fêlures jaillit la personne que vous êtes aujourd'hui et l'artiste que vous êtes. Et oui. On se construit par analogie et par réaction. J'ai choisi la réaction. Et voilà. Mais je suis convaincue quand même que dans une famille, à un moment donné, il y a toujours un qui est là pour briser les lignes. Bon voilà, j'ai choisi cette place-là avec tout le prix à payer que ça demande. Parce qu'il y a un prix à payer, ouais. Ouais. Et c'est de moins en moins douloureux. Ouais. Qui est Gisèle? Gisèle, c'est une femme qui déjà a un prénom qui évoque plus que son âge. C'est vrai. Et c'est le prénom de ma grand-mère. Mais vous savez que j'ai vraiment, très honnêtement, je me suis rendu compte que j'avais choisi le prénom de ma grand-mère à la moitié du roman. Ah oui. Alors que c'est ma grand-mère, je sais comment elle s'appelle. Mais vous voyez les moments où il y a de flottement. Quelle relation vous avez avec cette grand-mère? Ah, je la détestais. Et je me relie à elle aujourd'hui parce qu'elle a guidé complètement ce bouquin. Encore une fois, dans toute la spiritualité que je peux critiquer, en fait, je suis une perchée comme beaucoup. Et vraiment, j'ai écrit essentiellement ce bouquin à l'aube et j'ai senti que c'était... Elle me soufflait ce bouquin, vraiment. Et le lien que j'ai avec elle, c'est une femme très dure. C'était une femme très dure qui dit jamais à ses enfants qu'elle les aime, qui jamais un baiser, jamais un câlin, rien. Et c'est une grand-mère paternelle, maternelle? Paternelle. Et mariée à un Allemand. C'était hyper dur pour elle. C'est pas facile hein, de se marier à un Allemand juste après-guerre.
dans le nord de la France. Non, c'est vraiment un choix de vie qu'elle a fait qui est pour moi hyper honorable. Mais ça lui a durci le cœur. Mais c'est très dur d'être en contact. Il faut s'arrêter là parce que j'ai les frissons des pieds à la tête parce que le transgénérationnel, vous croyez au transgénérationnel, la rigueur germanique de votre grand-mère, cette rigueur germanique-là qui brise le cœur, et vous avez la même. Ah ouais. Ouais. Ça vous brise le cœur aussi, la manière dont vous vivez, le côté bourreau de votre personnalité. Cette rigueur-là. Ouais. Et permet toute la sensibilité qui va avec. Et permet aussi toute la sensibilité. C'est ça. Mais c'est quand même incroyable, ça. Moi, je fais le lien tout de suite, je me dis, waouh, ça a frissonné d'un coup, là. Ça m'a happé direct. Oui, bah ouais. Merci. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et vous dire que vous choisissez ce prénom et c'est qu'à la moitié du bouquin vous vous rendez compte que c'est le prénom de votre grand-mère, c'est quand même un truc, c'est improbable. Oui, surtout qu'elle n'est pas allemande, mais elle s'est mariée avec un Allemand. Bien sûr. Et elle a... Alors, je ne sais pas si encore c'est vrai ou c'est pas vrai, mais il y a ce truc dans la famille qui a dit qu'à un moment donné, elle a été rasée aussi. Donc des moments, mais aujourd'hui, on est là. Bien sûr, bien sûr. Parfois, je me plains avec des petits bassins. Je me dis, attends, Isabelle... Sauf que elle a cassé les codes, comme vous cassez les codes. Ouais. De cette famille-là, en l'occurrence. Ouais. Oui. Et c'est pour ça que je pense que je me suis reliée. Ouais, je sens que j'accueille encore ce que vous me dites là. En tout cas, ça résonne comme ça chez moi. Je ne sais pas si c'est perçu de cette manière-là, mais ça saute aux yeux, quoi. Ouais. Dès qu'on s'intéresse évidemment à cette dimension-là, Gisèle, le prénom, la grand-mère, le parcours de vie, le côté bourreau-victime, on est en plein dedans. Et puis j'ai un amour pour la discipline, vraiment. Je suis une lève-tôt, je fais mon yoga tous les jours, et il y a quelque chose ça sort du cadre, ça me met en branle, quoi. Donc, ouais, et merci du coup, merci. Ah ouais. Ouais. Et encore une fois, là aussi, c'est merci à cette personne que vous détestez. Et derrière la haine... Il y a de l'amour. Ouais, évidemment. Et le plus grand. Et ce qui était très touchant, c'est que moi, je la détestais et j'étais sa préférée. Et c'était injuste. Et pour moi, je vivais l'injustice en disant, mais non, mais mes sœurs, elles ont droit autant. Je comprends pas pourquoi tu viens toujours Isabelle. Et là, je pense qu'il y avait un lien d'âme, vraiment. De reconnaissance, elle et moi, il y avait quelque chose déjà dans le lien qui se tissait en disant, mais toi et moi, on n'a pas fini. Vraiment. Quand vous dites effectivement qu'elle était là, que vous ressentiez, quand vous ressentez, c'est quoi? Il y a des perceptions, il y a des espèces de canalisations comme ça avec des choses qui vous arrivent et des fulgurances dans l'écriture. Ouais, j'entends que c'est pas ma voix dans ma tête, je la vois me parler et je suis en train d'écrire et je vois bien que je suis pas en train de réfléchir à ce que j'écris. Ouais, c'est ça. Donc je suis pas... vous voyez, j'ai pas conscience des mots que j'écris. Il y a plein de passages que j'ai relus là dans le train, et j'ai dit, je me souviens pas du tout avoir écrit ça. Et là, j'entends ma mère, qui est artiste peintre aussi, et qui peint divinement bien, et elle me dit, des fois, je regarde ma toile, et j'ai aucun... Et je pense qu'il y a beaucoup ça dans l'artiste, parfois, il y a une part, et là, je suis convaincue, en tout cas, moi, il y a une part de divin, comme ça, qui traverse, et on ne sait pas pourquoi, comment, c'est comme ça. Et là, il faut juste accueillir ça, et puis de se rendre compte aussi, de ne pas se cacher derrière ça, du coup, je ne suis pas légitime d'eux. Non, c'est toujours moi. Hein. Ce n'est pas parce que je ne me suis pas rendu compte que c'est pas moi et que ce n'est pas mon nom sur les bouquins. Bien sûr. Ça veut juste dire que ça devait être écrit. Quoi. Le pitch? Ouais. Le pitch, vous avez envie d'en parler? Ouais. Je ne sais jamais parler de mes bouquins. Moi, j'ai envie de dire que c'est l'histoire d'une femme, de la maternité, de la non-maternité, de c'est quoi être mère. Il y a plein de figures maternelles dans ce bouquin et paternelles, et à la fois, il y a cette souffrance de qu'est-ce que je fais si je ne crée pas? Est-ce que j'ai le droit d'exister si je ne crée pas? Et là, je parle d'un enfant, mais je parle de bien autre chose. De vous.
Ouais, évidemment. Évidemment. Et il y a un personnage dans ce roman qui me bouleverse quand je l'ai écrit, c'est vraiment aussi d'avoir pu être enceinte, d'avoir adoré être enceinte, vraiment, et de faire un rejet absolu de l'enfant une fois qu'il est sorti de son espace de création. C'est-à-dire que ça n'a plus aucun intérêt. Ça n'a plus. Et là, j'ai pu avoir des témoignages de mères comme ça qui, une fois que l'enfant est né, avaient un rejet profond, de se dire, mais tu ne me remplis plus, à quoi tu sers? Pendant un laps de temps. Ouais, pendant un laps de temps, oui, bien sûr. Mmh. Et j'avais envie de donner la parole à ça aussi. En fait, j'ai envie de donner la parole à ce qui, sur le papier, sonne être mère, c'est le plus beau métier du monde. Ouais. Ouais, moi j'entends, je suis désolée, hein, mais moi il y a plein de mères qui viennent me parler en disant non. Mais non, c'est comme, et ça existe bien sûr, mais c'est comme toutes ces femmes. Il y a beaucoup de femmes qui disent qu'est-ce que j'ai aimé être enceinte, parce qu'une femme enceinte est belle. Et après il n'y a plus que les restes, le trop de peau, les marques, et il n'y a plus la vie à l'intérieur. C'est terrible. Et je dis ça sans avoir été maman. Oui, oui. Donc comme si c'était une projection de quelque chose que j'avais pas vécu. Mais vous me l'enlevez de la bouche parce que là encore, c'est une projection. Ouais. Évidemment. Ouais. Ah, c'est une projection et en fait, c'est la projection de ce qui vous angoisse. C'est-à-dire que vous avez ce désir d'être mère et en même temps, vous projetez, vous écrivez noir sur blanc et en le faisant vivre à quelqu'un d'autre dans votre roman, ce qui vous angoisse terriblement. Oui. Et si on parle de ça, je pense que cet appétit de créer, cet insatiable comme ça, de toujours vouloir créer, c'est parce que je suis en trouille bleue d'avoir un enfant. Et de me dire, mais comme si ça contrebalançait un petit peu, toujours ça remettait la jauge de création un peu, alors qu'en fait, ce que j'ai à faire, l'appel, il est là, il est de faire un enfant. Mais pareil, c'est la grande peur. Si j'ai un enfant, j'aurais encore envie d'écrire. Et est-ce qu'on va encore me voir? Et là, je questionne vraiment, donc, à tous les artistes qui me regardent, est-ce que je suis la seule à éprouver ce que j'éprouve par rapport à ça? Mais même au-delà des artistes, je pense que c'est humainement, il y a des quantités de gens qui pensent comme vous. Ouais. Oui, bien sûr. Mais on ne le dit pas. Je ne l'entends pas. Non, c'est vrai. Ouais. Ou peu, oui, c'est vrai. Parce que moi, je peux avoir peur de n'être vue que par mon enfant ou mon amoureux. De personnes, est-ce que ça va suffire pour moi? Sincèrement, là, tout de suite, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je ne crée pas un équilibre là-dessus. Je ne veux pas leur mettre, et c'est ce que je dis dans mon prologue, je ne veux pas leur mettre cette pression-là. Mais bien sûr. Oh, mais quelle horreur! Si c'est ça, je préfère encore rester dans mon petit bazar de mélancolie créatrice, là, et ne pas infliger ça à deux personnes qui n'ont rien demandé. Le truc, c'est que vous risquez de tourner en rond longtemps comme ça. Jusqu'à une date butoir où vous ne pourrez plus revenir en arrière. Peut-être que je l'attends. Pour ne plus avoir le choix. Ouais. Ouais, peut-être. La photo. Ouais. Ça a été, c'était en longue discussion. Ouais. Et la Bretagne, c'est... Ouais, le petit bout. J'étais en train de me dire, est-ce que c'est vous au fond, hein? Je ne sais pas exactement. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Mais ça, c'est un... Et c'est là où on voit, et notamment dans votre regard, on voit ce désir d'enfant, évidemment. Quand vous regardez la photo comme ça et vous vous dites, voilà, c'est très cliché, mais en même temps, c'est ce que c'est ce dont vous avez terriblement envie et c'est ce qui vous émeut en plus. Hein, pardon. Oui. Non, mais c'est pas grave. Donc effectivement, il y a ce... Mais... Effectivement. Ah non, je voulais non, tout va bien. J'ai la larme facile, vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien. Oui. Voilà. Mais oui. Ça parle tellement. Mais oui. Ouais. Et ça parle tellement et c'est là où ressurgit ce côté, le côté bourreau que vous pouvez avoir. Ouais. C'est que vous vous interdisez d'eux. Oui, et alors du coup, je vois tout ce paradoxe justement par rapport à ce début de discussion, avec mon grand discours sur l'autorisation d'être.
Oui. En fin d'émission, ça ressemble plus à rien. Non, mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe incroyable. Mais c'est ça, je pense qu'on est tous construits sur un paradoxe fondamental et notre quête de toute une vie, c'est de se rendre compte de ça. Et je pense vraiment que si ça parle aux gens, ce que j'écris, comme ça, et que j'ai des retours où les gens sont vraiment bousculés, c'est parce que j'ai pas conscience de ça au moment où je l'écris. Si j'en ai conscience, je peux plus l'écrire. Vous savez, c'est intéressant parce que vous incarnez sans doute la question qui, pour moi, me hante et que j'espère n'avoir jamais la nécessité d'y répondre. La question, c'est « et si je l'avais fait ?» Ne jamais me retrouver à 70 ou 80 piges en ayant ce questionnement-là. Et si je l'avais fait? Ça veut dire que vous faites tout ce qui vous fait envie? J'essaie. Et peut-être qu'il y a une chose qui est pas à la conscience que vous êtes complètement en train d'éviter. Sans doute. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'erreurs, parce que j'ai tenté des choses. Je me suis royalement planté. Mais au moins, je ne risque pas d'avoir à me poser cette question. Et si je l'avais fait? Mais c'est hyper intéressant, parce que je peux me dire ça aussi pour moi, de venir... Je fais tout dans... Je suis une grande impulsive. Je sens un truc, mon corps dit oui, je fonce. C'est ce qui s'est passé sous cette interview. Oui, bien sûr. Je sens que je dois y aller. Okay. Tu sais pas pourquoi, tu rentres pas dans le cadre, tu dois y aller. Bon, et ben voilà. Ce matin encore, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais raconter? Mais je veux dire, c'est une des plus belles interviews que j'ai eu l'occasion de faire. Sincèrement. Et on en a fait plus de 1000, 1200. C'est une des plus belles interviews authentiques que j'ai eu l'occasion de partager à l'instant là. Merci. Donc merci pour ça, vraiment. Mais merci pour ça, parce que c'est... Vous n'allez pas pleurer à chaque phrase que je vous dis. Non, ah non, là j'ai fini, c'est les larmes de tout à l'heure. Non. À toutes les grandes pleureuses, ayez pitié. Je ne suis pas la seule. Juste sur un mot sur « et si je l'avais fait », vous n'êtes pas hanté par cette phrase? Par cette question? C'est comme si j'avais endeuillé le fait de l'avoir fait avant de me poser la question. Et donc, je me demande même si je ne crée pas des conflits dans les relations avec les hommes jusqu'à atteindre le moment où la machine ne fonctionnera plus. Et que, comme par hasard, à 45 ans, je vais rencontrer l'homme de ma vie avec qui je vais rester 25 ans. Donc, si je le vois arriver, peut-être que j'ai peut-être moyen de bifurquer et de faire autrement. Ouais. Et c'est dans ces phases-là où moi, je me dis, dans ces trucs-là, je me dis, je m'auto-soule. Je dis exactement ça. Vous pouvez demander à Amandine, je dis tout le temps ça en disant « Je m'auto-soule, tu devrais être... Tu es saoulée là, non ?» Parce que moi, je m'auto-soule. C'est vrai. Parce que, je dis ça aussi. Parce qu'on voit, et parfois, et on n'arrive pas à... J'ai l'image de quelqu'un dans les sables mouvants. On voit bien, on a conscience, on n'est pas débile. On voit bien le truc. Et pour autant, il y a quelque chose de... Non. Est-ce que vous êtes justement dans ce lâcher-prise? Vous arrivez à l'être en disant « je me laisse porter, puis on verra bien » ou vous êtes, parce que là, on a le sentiment que vous essayez de tout diriger quand même dans votre vie? J'ai pas du tout cette impression-là. Non. Mais encore une fois, j'ai un côté où je dirige tout. En tout cas, je suis très consciente de ce que j'évite. Hein, du coup, encore plus maintenant. Mais par contre, je suis... tout le temps dirigée par mon cœur et à me dire « Ah, allez, on y va ». Mais là, par exemple, j'ai changé 4 fois de maison en 3 mois. J'y vais. Ah, tu t'es plus bien ici, tu dois t'en aller, bah, tu t'en vas. Et donc, la frontière entre la fuite et le lâcher-prise, je l'ai pas le curseur, il est... Mais c'est aussi cette liberté-là que vous n'avez pas envie de lâcher. Non. Quel luxe. Parce que le jour où vous aurez des enfants, le jour où vous serez installé, vous allez réfléchir à 2 fois. Figurez-vous que j'ai adopté un chien. Ouais. Ça va encore. Et bien, franchement, c'est la révolution dans ma vie. Parce que c'est la première fois, je me dis, en fait, c'est la première fois que je me laisse attacher vraiment à un être vivant. Et où je me rends compte, quand je l'ai à côté de moi, que cet être est dépendant, sa sécurité, c'est moi, je suis responsable. Et ça peut paraître idiot, mais je ne me suis jamais autorisée à ça. Non, je ne veux pas être responsable de quelqu'un d'autre. C'est bien, ça commence par ça. Voilà. Donc je me suis dit, peut-être que c'est un petit pas. Et quand vous dites « je me suis attaché », c'est aussi bien au sens propre qu'au sens figuré, pour le coup. Ouais. Il y a un sens figuré à ça. Ouais.
Ouais, et puis, je pense vraiment que les animaux, ils nous choisissent aussi. C'est sûr. Et là, elle me montre plein de douceur. Et du coup, elle refait sortir ça de moi. Qu'est-ce que c'est comme race de chien? Je ne m'attendais pas à parler d'elle, c'est rigolo. C'est un berger belge Tervuren. Ok. Et là, ce qui est très drôle, là, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que tout le monde croit que c'est un malinois, avec tout l'imaginaire collectif qu'on a, malinois, chien de garde, chien de policier, agressif. Et puis la voix arriver en disant « Ah mais non, pas du tout ». Et là, je me dis « Ah oui, en fait ». Et donc, ça fait écho. Quand vous dites castratrice ou ça, je suis là. Mais j'ai pas du tout cette impression-là. Donc merci, parce que si je renvoie ça, en tout cas aujourd'hui là, avec vous, bah je prends. Ouais, la différence, c'est que y a une évolution entre le début de l'émission et la fin. C'est-à-dire qu'on perçoit la sensibilité que vous pouvez avoir. Donc oui, vous avez un côté, mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire que vous avez un côté, un yin et yang, quoi. C'est un peu déstabilisant même parfois. Ça peut être déstabilisant. De me voir faire du ping-pong tout le temps. Mais qui elle est? Alors aujourd'hui, elle est quoi? Elle est comme ça? Ah non, là, elle est plus dans la... Elle est très sensible, en fait. Non, mais en fait, elle est dure. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Ouais. Donc oui, ça peut être un peu déstabilisant. Et moi, j'aime ça. Oui, bien sûr. J'aime vraiment ça. Vous en jouez aussi. Oui. Inconsciemment, vous en jouez. Oui. Ça fait partie du personnage. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, on pourrait parler des heures, comme ça. Hein. Ah oui. Je termine toujours les interviews de cette manière-là et je demande, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Que je suis pas sûre qu'on sache vraiment qui on est un jour. Et que ça sert à rien d'essayer de savoir et d'essayer de se définir, de se dire « Ah si, en fait, je suis ça. Ah si, je suis ça. » Vous savez que ça, c'est une des plus grandes questions existentielles qu'on a en spiritualité ou dans le développement personnel ou autre, c'est de dire qui tu es. Ouais. Qui es-tu? Et c'est vraiment cette question-là qui m'a étranglée pendant 15 ans, de cette quête de savoir qui je suis. Et de mettre un mot. Et je suis là, waouh. Et en fait, je suis tout et son contraire. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire ça. Je suis tout et son contraire. Et c'est OK. Et c'est OK. Absolument. Ouais. Absolument. Et c'est OK. Happé par la mer, c'est plus qu'un roman, c'est celui d'Isabelle Schmitt aux éditions Flammarion, que je salue évidemment. Merci infiniment. Vous êtes toujours à Bruxelles, non? Non, là pour l'instant, vous avez déménagé 4 fois en 3 mois. Donc, oui, je suis arrivée dans la Drôme et puis je sais pas. Bon, d'accord. Ça, c'est l'électron libre qui a parlé, mais après, un petit bout de jardin avec la petite chienne et puis tout le reste, hein, ça m'irait bien aussi. Je vais finir en van, aménager, ça va traîner. Merci Isabelle. Merci à vous. Merci infiniment. Vous allez commenter cette interview et ce petit échange lunaire, mais en même temps tellement agréable. Et voilà, c'est pour ça qu'on a aussi créé la chaîne, c'est permettre de rencontrer comme ça des personnalités un peu atypiques qui ont envie aussi de se livrer, de partager des instants de vie, des parcours de vie, des réflexions de vie. Et ça fait du bien. Ouais. Donc merci infiniment. Commentez avec bienveillance, comme toujours, et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.